J'ai l'impression que vous êtes un peu seul pour le moment. Alors, est-ce qu'on peut me donner l'info précise? Parce qu'en fait, avec la musique et tout, j'ai pas tout entendu. Ils ne sont pas là, donc on est d'accord. Moi, je suis là. Oui, mais Xavier Bertrand n'est pas là non plus. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va quand même commencer avec vous. Vous allez nous donner votre point de vue. Et puis moi, je vais rappeler à tous ceux qui sont dans la salle, dans les autres salles et derrière leur écran, que vous pouvez poser des questions sur la tablette. C'est anonyme. Et si vous avez envie de poser des questions avec vos noms, prénoms, vous pouvez laisser vos adresses. On pourra aussi vous répondre ultérieurement. Donc, participez à cette table ronde. Vous avez la parole. Il ne faut pas hésiter. Renaud Muselieu, merci beaucoup d'être là. Voilà, vous avez pour l'instant un micro. Ils vont sans doute nous rejoindre d'ici quelques minutes. Est-ce que vous avez donc vécu la crise sanitaire en tant qu'élu? Quelles ont été les premières remontées de terrain? D'abord, bienvenue à Marseille. Bienvenue dans cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région sud. C'est un grand honneur de vous accueillir ici à plusieurs titres. D'abord parce que Marseille est une terre d'accueil et que elle est une ville assez fantastique, et nous avons pu voir à la télévision beaucoup de vilaines choses dites sur Marseille. Le mois dernier, ben non. Ça y est, je suis journaliste, je sens que je vais en prendre plein la tête. Ah non, mais il y a des belles choses, il y a des mauvaises choses, mais vous savez, c'est beau chez nous, on est heureux chez nous. Et donc, bienvenue à Marseille. Deuxièmement, je suis très heureux d'être ici, puisque je suis, avant d'être président de région, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, je suis avec mon associé, le président directeur général de l'établissement, M. Jouganti, directeur d'établissement. Donc je suis quelque part cotisant de Monsieur Lamine, de Lamine ici. Donc c'était très important de participer aujourd'hui avec cette double casquette, voire triple, où je suis médecin, directeur d'établissement SSR, et en même temps hospitalier privé, mais en même temps président d'une région qui a traversé, comme les autres régions de France, au moment où j'étais aussi à ce moment-là président des régions de France, une crise absolument incroyable, invraisemblable, unique, qui a nécessité beaucoup de sang-froid, de réactivité pour être le plus efficace possible. Tout ceci avec beaucoup de modestie et d'humilité. Donc nous sommes donc bienvenus. Je veux saluer la présence, bien sûr, du directeur général de l'ARS, Monsieur Demester, avec qui nous avons beaucoup travaillé pendant toute cette période. Beaucoup travaillé pendant cette période, et mon ami Morizi a rappelé aussi que l'hospitalisation privée dans cette région a été à la manœuvre, plutôt efficace, ou le plus possible. Alors si on se met côté de l'institution, en tant que président de région, de ce qui s'est passé, bien sûr, il existe, de par la loi, une organisation sanitaire dans notre pays, un ministère de la Santé omniprésent, tout-puissant, avec une volonté de rester indépendant, autonome, et de ne pas travailler avec les autres. Et on se retrouvait dans une situation où on a dû affronter les aléas scientifiques d'un côté. Je vous passe pas l'histoire Raoult, parce que ça, de toute façon, tout le monde a bien compris. Les débats permanents sur la façon dont il fallait gérer cette crise, et puis la nécessité d'ouvrir ou non nos établissements, de protéger notre personnel, de savoir comment on faisait pour traiter au mieux et lutter contre la pandémie. Pour ma part, mes relations avec le ministère de la Santé ont été chaotiques, avec M. Véran. Je l'ai eu hier au téléphone. Nous avons normalisé nos relations au fil du temps, puisque nous n'étions pas toujours, c'est le moins qu'on puisse dire, en phase. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a pu constater au niveau national? Qu'est-ce qu'on a pu constater? C'est que nous, les présidents de région, nous avons été immédiatement alertés par l'Est et par le docteur Rotner, président du Grand Est, qui a été en première ligne dans ce désastre sanitaire. Et comme nous avons une boucle des présidents, nous avons immédiatement essayé d'apporter en permanence des réponses à notre niveau, en fonction de nos compétences. On en est sorti de nos compétences d'ailleurs, jusqu'à acheter des masques en Chine, ce qui n'est pas fondamentalement notre métier initial. À la sortie, on se retrouve dans une situation où, quand nous avons de bonnes relations au niveau de la décentralisation, donc de la territorialisation, donc avec nos ARS, eh bien on constate que là où ça se passe bien avec les ARS, ça se passe bien. Oui. Et qu'on se retrouve dans un schéma où l'ARS, Xavier... Alors, voilà, on peut souhaiter la bienvenue à Xavier Bertrand. Bonjour.
Et j'en profite aussi, bienvenue à Monsieur Boone, qui est là aussi, connecté derrière son écran. Est-ce qu'on peut... Eh bien, on vous voit. Bonjour. Ah, on ne vous entend pas encore. Il y a Monsieur Boone derrière vous, Vincent Boone. On ne vous entend pas. Ah, ça y est, on vous entend. Bonjour à tous. Bienvenue. Excusez-nous, Monsieur Muselier. Pas de problème, je m'en sors moins seul. Hein. Donc ça, je me retrouve avec mon complice et copain, donc bon, c'est pas de problème. Hein. Ça a été compliqué, mais ça s'est bien passé par certains moments. Donc on s'est retrouvé dans une situation où on a essayé d'apporter des solutions en dehors du cadre de la loi pour aller aider nos ARS, pour fournir un certain nombre de masques. Pour ce qui concerne la région Sud, c'est près de 15 millions de masques que nous avons fournis. Nous les avons fournis en travaillant avec l'ARS, sous l'autorité de l'ARS, pour que justement, dans le public, dans le privé, dans tous les secteurs de soins, libéral ou non, on puisse fournir une précaution essentielle que nous n'avions pas. Bien sûr, derrière, il est arrivé toutes sortes de difficultés, on passe à travers tout ça, mais on en est maintenant dans une situation où qu'est-ce qui s'est passé ? J'estime que le ministère de la Santé a travaillé seul et n'a pas voulu travailler avec le ministère de l'Intérieur pour l'organisation générale de la distribution, de l'organisation de la crise. Donc c'est le rôle du ministère de l'Intérieur. N'a pas voulu travailler en ce qui concerne la logistique, qui est le plus adapté avec le ministère de la Défense, ou n'a pas voulu simplement travailler avec les répartiteurs pharmaceutiques pour arriver à distribuer dans les croix vertes la totalité du dispositif. Très bien. Je pense que ça prouve bien qu'il y a des difficultés dans les structures d'État en parallélisme des formes par rapport à chaque ministère qui veut garder son pouvoir, et que quelque part, quand on arrive à travailler au niveau local avec son ARS, on arrive à faire justement ce lien de fluidité, de facilité, qui quand même permet au territoire, avec les élus, d'aller au plus proche du terrain, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale, pour être le plus efficace possible. Est-ce que demain, au lendemain de cette crise, la rigidité naturelle de notre pays va reprendre le dessus? On va souvent poser la question tout au long de la journée, je crois. C'est la vraie difficulté de l'exercice. Ouais. Et on sortira par le haut de cette démarche, non pas en critiquant tout ce qui a été fait par les uns ou par les autres, qui n'a absolument aucun intérêt, mais en apprenant les erreurs des uns ou des autres dans le cadre de leurs responsabilités respectives. Et donc je crois que Xavier partage, mais l'ensemble des présidents de région de France partagent ça, pour une décentralisation avec une forme de direction sanitaire copilotée, président de région ARS, sous l'autorité du pouvoir central, ce qui n'est pas un problème, mais qui permet d'être au plus près, au plus proche de la réactivité dans les actions à mener. Quand vous faites vos aménagements de vos hôpitaux, comme ici à Marseille, sur le Copermo, c'est-à-dire le projet immobilier de la science publique de Marseille, c'est pas dans nos responsabilités de mettre 150 millions dans un dossier de 300 millions quand même. Ce n'est pas dans nos compétences. Pourtant, on ne peut pas ne pas le faire. Quand on lutte contre les déserts médicaux, on doit le faire avec l'ARS, pour le plus proche au niveau du territoire, dans nos Alpes, dans notre arrière-pays, partout, même dans les déserts médicaux urbains, comme on peut avoir dans certains quartiers. Et donc on a la nécessité d'être au plus proche de ça. Et ces décisions-là, on doit les prendre, me semble-t-il, en territorialisant l'ensemble du débat. Et finalement, c'est la réalité, quand vous voyez aujourd'hui qu'on est en train d'enlever les masques par endroits, donner plus de liberté aux uns aux autres par endroit. C'est la territorialisation en fonction d'indices sanitaires qui vous met dans une situation de transmission de la pathologie parce que vous avez, la Bretagne ne serait pas comme les Alpes. C'est du bon sens. Voilà. C'est du bon sens. Merci beaucoup. Xavier Bertrand, est-ce que vous êtes d'accord avec ce bilan que dresse Renaud Muselier? Oui, je suis d'accord avec ce bilan, mais tout d'abord, j'ai une première chose. Moi, je suis candidat à la présidence de la FHP. Parce qu'il faut être président de la FHP pour avoir un verre d'eau et un café. Alors, voyez, je pense qu'on peut résoudre ce problème. Je vais changer mes intentions et mes ambitions. Regardez, c'est le président de la FHP lui-même qui va vous servir de l'eau. Je me suis levé à 5h du matin pour être présent ici. Je n'ai qu'un seul café au compteur. Et donc, je trouve que cette inégalité de traitement, encore une fois, mais là, c'est public-privé, elle n'est pas normale. Je suis désolé. On va s'occuper du café. Il fait tout, le président. Il fait tout. Il est multifonction, vous allez voir. Il est parfait. Écoutez, j'ai manqué une partie de ce qu'a dit Renaud. Je suis désolé parce que vous avez commencé en avance. Oui, je partage, mais je crois que c'est important aussi de bien comprendre. Bon, vous le savez, j'ai la réputation d'être un râleur.
je l'assume assez bien, mais il faut derrière les râleries, les critiques que l'on peut faire, essayer de comprendre. Les ARS, et je me souviens d'ailleurs de l'anniversaire des ARS, c'était à Marseille que ça avait été fêté. Et je ne suis pas le papa des ARS. Moi, j'ai travaillé avec les ARH. Et il y avait déjà beaucoup de boulot. Et j'ai toujours pensé que les ARS, c'était une construction qui était beaucoup trop grande, beaucoup trop large. Maintenant, ceux qui sont à la tête des ARS, celles et ceux qui sont à la tête ou qui travaillent, quand ils se lèvent le matin, je pense qu'entre faire bien et faire mal, ils préfèrent faire bien. Alors, comment on en arrive à cela ? La direction qui est donnée par le ministère. La direction qui est donnée par le ministère et par Bercy. Parce qu'il y a une double contrainte. Il y a une contrainte budgétaire et il y a ensuite une contrainte réglementaire. Et là où je rejoins totalement Renaud avec sa double expérience, patron de région, mais aussi quelqu'un qui connaît particulièrement bien le monde de la santé, c'est que tout ceci ne fonctionnera que quand Paris s'occupera justement d'une certaine façon de la stratégie, de s'assurer que les tarifs ne sont pas différents entre le public et le privé d'une région à l'autre, que les conditions de remboursement ne sont pas différentes d'une région à l'autre, mais pour le reste, mais bon sang, que l'on fasse confiance au territoire et que l'on décide tout simplement de faire confiance également aux élus locaux. Nous, il faut le dire, tu l'as dit Renaud, tout ça dépend des bonnes relations qu'on sait entretenir, notamment avec les représentants de l'État ou les patrons des ARS. Mais demain, on leur dit, parlez pas d'ailleurs aux présidents de région, ben, ils ne nous parleront plus, parce que ce sont des instructions qui viendront d'en haut. Et moi, je réclame, au travers de mon expérience de président de région, mais aussi au titre de la République des territoires que je propose, que le pilotage de la santé dans les territoires ne se fasse plus sans les élus et que ce soit confié aux élus. Alors après, et ça fera l'objet des discussions que j'aurai notamment avec la FHP dans les semaines qui viennent, pour aller plus loin, à partir du moment où les conditions de remboursement, à partir du moment où il n'y a pas des différences de tarifs d'une région à une autre, est-ce qu'il ne faut pas régionaliser une part de l'Ondam, aller vers un Ordam, de façon à ce que des collectivités qui veulent faire plus que d'autres puissent permettre de mettre plus de moyens et avoir plus d'efficacité. Donc le système actuel, on peut croire qu'il va continuer comme ça. Non, je pense que le titre, justement, « Et si la crise redessinait l'avenir de la santé », ne nous y trompons pas. Il n'y a qu'une référence à une époque gaulienne dans l'histoire de France. Mais on est en 58 et on a besoin de tout rebâtir et de tout reconstruire. Et donc c'est à ce moment précis qu'il faut se poser la question, qui fait quoi ? Est-ce que les moyens aujourd'hui alloués à la santé sont suffisants ? La réponse est très claire, c'est non. On ne peut pas avoir 36 priorités, mais tout ceci doit se faire également avec un certain nombre de principes. Parce que quand on commence à prendre ses distances avec les principes, on va dans le mur. Alors, lesquels ? Le premier des principes, c'est que moi je marche bien sur deux jambes. Il y a le public et il y a le privé. Et il ne faut pas se raconter l'histoire, ça fait quand même maintenant de nombreuses années qu'il y a une tentation d'étatisation qui d'ailleurs se manifeste aussi avec cette folie de grande sécurité sociale. Je ne savais pas qu'on avait en France la nostalgie des systèmes quasiment soviétiques, bureaucratiques et étatiques. Et il y a toujours cette tentation que la jambe libérale, au final, elle serait affaiblie, ça serait pas plus mal. Non, si la jambe libérale est affaiblie, notre système boitera encore davantage que c'est le cas aujourd'hui. Et ce deuxième principe, c'est un principe de subsidiarité. Tout ce qui peut être bien traité en bas n'a pas besoin d'être décidé et traité en haut. C'est pour ça que vous envisagez le conseiller territorial, ce sera son rôle ? Oui, là, on ne va pas être d'accord avec Renaud. Ouais, je pense que l'élu de référence, l'élu de base, c'est le maire. Mais pour avoir l'aire géographique qui corresponde à ce niveau-là, c'est effectivement la région. Mais je pense qu'on devrait avoir le couple département-région représenté par un seul et même élu. C'est-à-dire qu'on aurait le maire, qui est aussi à l'intercommunalité, et d'autre part, on aurait un conseiller territorial qui représenterait les deux. Parce que regardez, comment vous voulez faire aujourd'hui, si vous voulez qu'il y ait un pilotage par les élus, je pense que c'est le président de la région. Mais vous avez aussi besoin du département pour tout ce qui est médico-social. Et donc mon idée, c'est d'avoir le maire et d'avoir le conseiller territorial. On fera beaucoup plus simple et on fera beaucoup plus efficace, et ça permettrait d'aller dans cette direction que j'indiquais à l'instant, c'est que nous aurions un véritable pilotage. Là, aujourd'hui, pour nous faire plaisir, on va nous proposer 2-3 cacahuètes par-ci, 4-5 gâteaux apéro par-là, et au final, on va rester, comme on dit en Picard chez moi, des sleeping partners. Voilà. Puis si on a des bons rapports, on va nous consulter. Le problème est simple. Moi, je veux que l'on puisse décider, parce que j'estime qu'en matière de santé, un élu sait de quoi il parle, parce qu'il est à portée d'engueulade, à portée d'interpellation.
et qu'il sait aussi pertinemment que la santé, ça fait partie des premières, des priorités. Moi, je me souviens de discussions avec la mine, notamment, sur les questions des urgences, des points d'urgence. Depuis combien de temps êtes-vous l'arme au pied à être capable de faire des propositions et qu'on ne saisit pas la main que vous tendez ? Or, je suis intimement convaincu que sur la question notamment des urgences, seul problème, on n'apportera pas de réponse complète et nouvelle en matière d'aménagement du territoire sans le concours du privé. Alors, je ne sais pas s'il y a des réserves aujourd'hui pour donner encore plus de responsabilité, plus de confiance au privé là-haut. Peut-être qu'il faudra que ça change. Mais en attendant, je sais qu'il n'y a pas ces réticences sur le terrain. Voilà un autre exemple qui plaide pour cette République des territoires et la confiance accordée notamment aux élus locaux. On va donner la parole à Vincent Boune. Vincent, je rappelle que vous êtes vice-président de la région Occitanie, chargé de la santé. Qu'est-ce que vous pensez de cette suggestion ? Il y a des très belles choses qui ont été dites, je trouve. Il y a vraiment des belles choses. Et effectivement, alors moi, je suis médecin, donc je suis nouveau, entre guillemets, en politique et chargé de la politique de santé. Mais je m'excuse d'être pas présent. Je suis en train d'ouvrir un centre de santé, justement, au fin fond des Pyrénées. Et on s'aperçoit effectivement que la région doit se substituer à un certain nombre de forces publiques qui ont probablement loupé quelque chose sur les années qui précèdent. Moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, en particulier sur le rôle de la décentralisation et en particulier sur on va dire sur l'impact que peut avoir le territoire sur la politique de santé. Un petit exemple, en fait, donc j'ai beaucoup travaillé sur la crise du Covid, et en lien parfait avec nos partenaires du privé et du public. On s'est mis ensemble autour de la table, on a discuté, on a posé un petit peu les bases d'un fonctionnement, on s'est réparti les patients et les choses ont très bien passé sans finalement d'interventionnisme on va dire de Paris, ce qui montre qu'effectivement on a la capacité collectivement de faire des belles choses. Un petit point qui vraiment impacte très fort les régions et le système de santé actuellement, c'est par exemple le nombre de paramédicaux disponibles dans les établissements de santé. Et je sais que l'audience me comprendra, la clinique la plus proche de chez moi, il leur manque 45 infirmiers. 45 infirmiers pour fonctionner. Ça veut dire qu'il y a des lits fermés, ça veut dire qu'il y a des secteurs entiers qui ne marchent pas, ça veut dire qu'ils ferment et qu'ils dégradent le fonctionnement aux urgences. Les régions ont la compétence, entre guillemets, de la formation des infirmiers, vous le savez, mais sans en avoir la possibilité d'avoir les quotas, en fait. Donc les quotas sont fixés par le national, et donc c'est une hypocrisie absolue où on se retrouve finalement avec un manque important d'infirmiers, on l'a bien vu pendant la crise sanitaire, un pilotage qui reste national et des professionnels de terrain, publics ou privés, qui nous disent je ne peux pas ouvrir mes lits parce que je n'ai pas d'infirmiers pour ouvrir les lits. Et je crois que là, c'est aussi... On va en reparler, il y aura une table ronde qui sera destinée à ça. Avant que vous poursuiviez, je voudrais donner à tous ceux qui sont dans la salle une question que nous vous posons, à laquelle vous pouvez répondre via vos écrans, vos tablettes, avec le flashcode. Est-ce important pour vous que les élus s'engagent plus sur les questions de santé ? Vous répondez maintenant, et puis c'était un petit sondage dont on donnera la réponse dans un instant. J'en profite, je suis désolée, Monsieur Boune, je vais quand même distribuer du café, malheureusement pas à vous. Vous êtes trop loin. Voilà, ça, ce sera fait. Mais bien sûr. La mine, il n'y en a pas pour vous. Ça va aller, merci. C'est mon 12e, là. Oui. Donc, Vincent Boune, en dehors de ce constat du manque de personnel, criant en particulier d'infirmiers, quelles leçons vous avez pu tirer de cette crise, de ces 18 mois sur le terrain ? Alors, pour le coup, je vais vous parler plus en tant que professionnel de terrain. Pour information, je suis patron du SAMU de Toulouse et de la Haute-Garonne. On s'est senti très seul, et puis on s'est senti après pas assez écouté, clairement. Très seul au début, puisqu'il y a eu vraiment une désorganisation et que nous, on devait récupérer quand même un certain nombre d'errements, de communication en particulier. Les messages qui n'étaient pas bien passés sur le masque en particulier ou sur les vaccins, je pense qu'on a loupé quelque chose initialement. Et puis après, on s'est retrouvé effectivement avec une tutelle très importante il faut évacuer, il faut recevoir, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est très compliqué pour nous, les professionnels de terrain, d'avoir des injonctions en permanence. Et ce qu'on a vu effectivement, c'est qu'il y avait probablement trop de centralisation. Et on en revient, on s'aperçoit qu'on parle de réponses graduées, on s'aperçoit qu'on parle d'effectivement d'allègement dans certains endroits en fonction de la typologie. Clairement, pour moi, l'élu territorial en particulier doit avoir un rôle excessivement fort dans la politique de santé territoriale. On en revient à ça, mais je crois qu'il faut d'abord s'appuyer sur les professionnels de terrain, qui sont quand même porteurs de propositions, et le secteur privé bien entendu. Et puis après, les élus, on doit s'emparer de cette thématique. C'est trop important pour avoir autant de centralisation, clairement.
Quelle place vous donneriez les uns les autres à l'hospitalisation privée, justement, dans ce système de santé que vous souhaitez moins centralisé? Renaud Muselier. On a chacun nos domaines de compétences qui sont fixés par la loi quand même. Hein. Donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Les maires qui s'amusent dans leur coin, les départements aussi, les métropoles qui jouent et les régions aussi. Il y a quand même un État français qui pilote le dispositif, qui a des moyens financiers, qui doit organiser et structurer tout ça. Donc ça, c'est un premier volet. Deuxièmement, si on se passe côté de la pathologie, si vous faites un AVC, que vous fassiez un AVC dans le public ou dans le privé, c'est quand même qu'un AVC. Est-ce que la durée de rééducation d'un AVC doit être plus longue dans le public ou dans le privé? Et est-ce que le coût de l'AVC doit être plus important pour le public ou pour le privé? C'est quand même une petite donnée de base quand même qui me paraît importante. Parallèlement à ça, il y a un aménagement du territoire qui est indispensable. Dans cet aménagement du territoire, je ne sais pas si c'est Xavier Boone qui l'a dit, on voit bien quand même qu'il y a vraiment des gros trous dans la raquette quand même. Et ça, c'est pas nous. On en hérite. Alors, comme ça. Enfin, on ne va pas sans arrêt se dire que c'est la faute de l'ancien, d'avant, etc. Et d'où l'importance du fait qu'on puisse essayer d'apporter des solutions publiques-privées adaptées dans ces partenariats pour ranger un territoire. Je vous donne un exemple très simple. Je parlais tout à l'heure de la science publique de Marseille avec la PHM. Enfin, c'est absolument invraisemblable que la région ne vienne pas aider le deuxième ou le troisième hôpital français en ce qui concerne le SAMU régional que nous allons prendre en charge, pour faire en sorte que ça fonctionne. C'est public. Quand on est en train de réorganiser autour des Bouches-du-Rhône l'étang de Berre, Martigues, Fos, vous avez des cliniques, des hôpitaux, vous êtes obligés de reconcentrer. Vous êtes obligés de mettre en place le partenariat public-privé. Qui va payer? Le public ne peut pas le payer. Le privé, il est plus prudent. Nous avons un devoir d'aménagement du territoire en ce qui concerne le volet sanitaire. Quand vous attaquez les maisons de santé dans nos Alpes, par exemple, c'est le plus simple. Bon, nous, on en avait 12, on est passé à 72, on en promet une centaine pour la durée de la mandature, on peut le faire qu'avec l'ARS. On ne va pas jeter un truc comme ça n'importe où, n'importe comment, on le fait avec les élus locaux. Et je pense globalement quand même qu'il est absolument indispensable qu'il y ait une équité financière et territoriale entre le public et le privé, autour des pathologies, parce qu'une pathologie reste une pathologie. On s'en fout de savoir, c'est un AVC, c'est un AVC. Hein. Il ne change pas de couleur quand il rentre à l'hôpital ou dans le privé. Et vous avez un coût pour le bien public qui doit être à peu près le même. Sinon, on a un vrai problème de gestion globale de notre système sanitaire. Et donc, il faut quand même repenser tout ça avec la nécessité de l'équité. Oui. Voilà l'équilibre. Et pour être équitable, il ne faut pas centraliser. Votre avis, Xavier Bertrand? Le sur-mesure, c'est pas le n'importe quoi. Et donc, moi, ce que je souhaite, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y ait un cadre national, il y ait des règles nationales qui permettent justement cette justice, cette équité. Mais pour le reste, il faut aussi pouvoir s'adapter. Pourquoi je veux aussi un droit de regard? Le système des autorisations aujourd'hui est particulièrement opaque. Et si vous avez des instructions qui sont données pour dire, allez, on met plutôt le paquet sur le public, ça arrive en plus fine sur l'ensemble des territoires. Et nous, on n'a rien à dire. Parce que nous, en tant qu'élus, on sait bien quelle est la place de l'hôpital public dans un pays comme le nôtre. Mais s'il n'y a pas cette pluralité d'acteurs, c'est jamais bon. Moi, j'ai pas envie d'avoir à imiter le système du NHS anglais dans quelques années. Parce qu'on voit le résultat. Et d'ailleurs, le système tel qu'il est aujourd'hui entre public et privé permet aussi la meilleure garantie de soins et d'accès aux soins pour nos concitoyens. Eux, leur question principale, c'est laissez-nous la liberté de choix pour le parcours de soins. On sait bien qu'il ne s'agit pas sur un territoire que tout le monde fasse exactement la même chose, mais cette liberté de choix, je le disais tout à l'heure, quelles que soient les réformes qu'on veut conduire, il faut rester fidèle à des principes, à des valeurs. Et cette liberté de choix, elle est pour moi fondamentale. Je n'ai aucun autre exemple au monde de système de santé que je voudrais voir imiter, sinon le système français, fidèle à ses valeurs, mais avec également ses règles claires et des moyens supplémentaires. Et des moyens supplémentaires, je l'indique aussi, sur la question des soignants. Le Ségur a été un Ségur de l'hôpital public et encore pour certains personnels. Oui. Je le vois bien parce que
je me rends dans les hôpitaux publics, je me rends également à un certain nombre d'établissements privés, dans ma région également, toujours ce souci d'être juste et de marcher sur deux jambes. Et j'ai vu les attentes qu'il y avait pour savoir est-ce qu'on va vraiment bénéficier. J'ai vu aussi des directeurs de cliniques, Stéphane est là, s'il y a des... Il y a des gens des Hauts-de-France ici ? Je suis le seul à m'être levé. Ils sont derrière leurs écrans. Ils vont arriver tout à l'heure. M'expliquer également les problèmes que nous avons, notamment sur les soignants. Parce qu'on le voit bien, dans cette crise que nous avons traversée, c'est la capacité d'adaptation des soignants, dont, entre parenthèses, moi je ne sais pas comment ils tiennent, depuis plus d'1 an et demi, je ne sais pas comment ils tiennent, et on voit bien que ce qui fait la différence, ce qui fait le système de santé à la française, la force, plus encore, pardonnez-moi, que les établissements, les traitements ou les équipements, ce sont les soignants. Et si nous ne relevons pas très vite cette question-là, on n'y arrivera pas. Dernier point sur lequel je veux insister, je n'aurais pas faire ancien, mais j'avais engagé toute une mission sur la transparence des coûts des missions de service public, sur la question notamment des tarifs. Si je ne me trompe pas, c'est en jachère depuis plus d'une dizaine d'années. Et là encore, si on ne veut pas avoir d'œillères, si on veut avoir le sentiment que chacun trouve sa place, ce travail-là doit être conduit à nouveau. Pourtant, Dieu sait, et je tiens aussi à le dire, 2006, j'ai demandé des efforts à certains de tes prédécesseurs et à certains établissements, parce que nous avions besoin de le faire pour tous. Mais dès que ça a été possible, on est revenu à cet esprit de justice pour faire en sorte que c'est pas parce que ils savent gérer qu'ils n'ont pas la même dette qu'on doit leur demander plus d'efforts. Non, la justice, c'est aussi de faire en sorte aujourd'hui que dans les GHT, que dans les coopérations, ce soit pas un cheval, une alouette. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire en tant que président de région, et c'est ce que j'ai bien l'intention de continuer à faire. Vincent Boune. Oui. Écoutez, pour vous répondre sur les soignants, puisque j'en suis un, on est rincé. On est rincé, et effectivement, je crois que c'est le moment de donner un vrai signal fort aux soignants, parce que c'est en train de craquer de tous les côtés. Et les démissions, finalement, c'est maintenant qu'elles arrivent. Et je pense de manière durablement, le service de la santé va être impacté. Sur le privé, moi, je parle. On a des départements assez ruraux en Occitanie, et il y a des endroits où le seul plateau de coronarographie, par exemple, sont les infarctus, c'est le plateau privé. Il y a beaucoup d'endroits où effectivement il y a des partenariats qui sont mis en place avec des partages de compétences, de chirurgiens, de plateaux techniques, etc. Nous, je dirais, on est obligé vraiment d'avoir le secteur privé, et heureusement qu'il est là, parce que dans certains coins, c'est le seul secteur effectivement qui nous permet d'avoir accès à du soin de qualité, et puis surtout du soin de proximité. Voilà. Donc l'expérience prouve qu'on est capable de s'entendre très intelligemment entre le secteur public et privé. Moi, je crois qu'il faut développer ça, il faut continuer. On est clairement en capacité de changer un petit peu la donne là pour les années à venir, et j'espère qu'on y arrivera. Merci beaucoup. Alors j'ai quelques questions qui sont arrivées. Remplacer l'Ondam par un Ordam, cela ne va-t-il pas creuser les inégalités de santé entre les régions riches et celles plus pauvres ? Non, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Il y a bien évidemment, et plutôt que d'avoir un plafond de verre que le privé ne pourra jamais dépasser, il est temps d'avoir un plancher solide et qu'ensuite on puisse faire davantage. Donc, je suis pas fou, j'ai été ministre de la Santé, je suis dans une région où les déterminants de santé sont vraiment pas les meilleurs de France, donc c'est pas moi qui vais vous dire ça, mais c'est la réalité aujourd'hui pourtant. Parce qu'avec l'Ondam tel qu'il est, il faut qu'il y ait des ministres de la Santé qui décident d'accorder des moyens supplémentaires à une région pour essayer de compenser les inégalités de santé. Dans ma région, on vit moins longtemps qu'ailleurs. Ouais. La prévalence sur les maladies cardiovasculaires, sur les cancers est plus importante qu'ailleurs. Ça émeut qui, au fait ? Ça émeut qui, là-haut ? Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait un Ondam qui fasse attention à ce qu'il n'y ait pas ces disparités, mais que la part de l'Ondam permettrait aussi aux collectivités locales qui veulent de mettre en plus et d'avoir cet effort supplémentaire. C'est tout le contraire. Je veux casser ce système d'injustice qui fait que dans les régions aujourd'hui, il n'y a pas forcément le même accès aux soins, et pas seulement géographique, qu'il y a des déterminants de santé moins bons qu'ailleurs, ça sera la seule façon de compenser. Et puis, là encore une fois, je n'ai pas de référence, je n'ai pas de modèle meilleur que la France. Mais je vois bien que sur certains points, il y a des pays qui ne s'en portent pas plus mal de cette forme de régionalisation, en plus du système d'équité garanti par l'État. Pour votre information, il y a Stéphane qui écoute avec attention du train qui l'amène des Hauts-de-France à Marseille tout à l'heure. Il y avait un 7h30 à Charles de Gaulle. Hein. On lui dira. Il y a une remarque, la pluralité est une illusion car la représentativité, notamment sur les autorisations, est favorable au public dans les commissions. Est-ce que vous voulez réagir ? C'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Le système d'autorisation aujourd'hui tel qu'il est, c'est pas qu'il est opaque, c'est qu'il obéit tout simplement à des directives qui sont fixées au niveau national.
Voilà, et on sait que le tropisme, depuis maintenant un certain nombre d'années, il est quand même public, public, public. Et je ne vous tiens pas ce discours parce que je suis devant la FHP. Non seulement c'est public, je pense qu'il y a d'autres acteurs que la FHP qui le regarderont, et je tiens le même discours également dans d'autres enceintes. Je marche bien sur deux jambes. Merci beaucoup. Est-ce que Renaud Muselier, vous voulez ajouter quelque chose ? Je ne veux pas faire le procès du public non plus. Je veux dire, c'est cet équilibre-là qui est difficile à avoir. Je réfléchissais pendant que Xavier parlait, j'ai discuté avec mon associé, je me souviens des congrès de la FIEP, FHP à l'époque, quoi. On était des milliers en France quand on se retrouvait. Des milliers. Et en fait, depuis ça, parce que maintenant on n'est plus tout jeune, on n'est plus que 700. Ce qui est bien. Parce que c'est bien. Mais on voit bien qu'il y a une reconcentration qui s'est faite au fil du temps. On voit bien que les petits établissements, ils ont été obligés d'évoluer. On voit bien que finalement, malgré tout, cette espèce d'entonnoir a fabriqué un dispositif qui améliore la qualité des soins dans notre pays. Mais est-ce que ça donne plus de liberté aux dirigeants d'entreprise par rapport à la facturation qu'ils font pour les pathologies qu'ils ont à prendre en charge et le personnel qu'ils se doivent d'accompagner là-dedans? Et cette reconcentration par les groupes, par rapport aux indépendants et aux familles, pose quand même une évolution de notre profession qui est quand même très très important à poser. Et donc cette organisation centrale de l'État français est nécessaire pour l'aménagement territorial. Mais on ne peut pas se retrouver avec ces gruyères, avec ces trous dans la raquette absolument énormes, où il a été créé au fil du temps une barrière quand même publique-privée qu'on n'arrive pas, qu'on a beaucoup de mal à rapprocher. Mais d'un petit hôpital à une petite clinique où on les mettait ensemble, le truc fonctionne. Alors il y a des maires qui sont de sensibilités différentes, qui n'acceptent pas, etc. Mais quand vous regardez cette tribune, que vous voyez Monsieur Boone, que vous voyez Xavier qui est dans le nord, moi qui suis dans le sud, ou Monsieur Boone qui est un élu de Carole, il n'y a pas une feuille de papier entre nous, hein. Pas une feuille de papier entre nous. Hein. Ouais. Il est du SAMU, dans les Pyrénées, il a son problème là-haut sur sa démographie médicale, on a nos problèmes de pathologie, et donc globalement, on appartient tous à un système français tout à fait remarquable, mais qui a évolué et qui se doit d'évoluer. L'enjeu, c'est pas toujours en permanence de regarder derrière. L'enjeu, c'est de se dire, fort de cette crise, qu'est-ce qu'on fait demain ? C'est ça. Et donc là-dedans, je dis, comme je le dis au président de la République, au candidat au présidentiel, au ministre, M. Véran, faites attention qu'on ne revienne pas dans les travers du passé et que cette crise soit salutaire pour une réflexion bénéfique au service de nos concitoyens. Et ça, c'est quelque chose qui doit être dit pendant la campagne. Lamine ? Oui, je voulais intervenir sur les inégalités tarifaires territoriales. Elles sont réelles. Nationales aussi. Tu l'as évoqué, Xavier, le chemin n'a pas été abouti sur la convergence intersectorielle entre le travail du public et du privé. C'est vrai que c'était un chemin dans lequel tu avais engagé toute la profession avec Madame Bachelot, et puis pour différentes raisons, tu as dû l'arrêter. On ne l'a pas repris. Il faudra le reprendre, je pense. Sur les territoires également, c'est le principe de la réforme SSR et des psychiatries, pour lesquels on n'est pas opposé à cette réforme, parce qu'elle est là pour lutter contre les inégalités territoriales. Sauf que, tu l'as dit sur les AVC, le référentiel parle d'une prise en charge de 35 jours dans le public et de 25 pour nous. Donc double échelle de pondération médicale, ça n'a aucun sens, tu es médecin. Double échelle tarifaire, et c'est pareil sur la psychiatrie. Oui, pour corriger les égalités, mais le chemin parcouru n'est pas le bon. Et surtout, avec cette réforme qui est menée à tambour battant dans une période de crise, des difficultés, avec une mise en place au 1er janvier, et ça nous terrorise, d'un budget global. Par douzième. Alors, on a des inquiétudes fortes, et on l'évoquera tout à l'heure avec notre ministre. Xavier, comme tu es candidat à la présidence de la FHP, quel est ton programme santé ? Quel est ton programme santé pour savoir si je dois vraiment te challenger, ou si je serai d'accord et je te laisse ma place Je ne suis pas candidat à la tête de la FHP parce que là, j'ai aucune chance. Autant je pense que pour une autre, tout à fait possible, mais là, c'est pas possible. Dis-moi, je peux te poser aussi une question, du coup ? Bon. Toi, par rapport aux élus régionaux que nous sommes, quelle est aujourd'hui ta principale attente, toi, le patron de la FHP ? Alors, mon attente... Je te voyais écouter avec attention ce que nous disions avec Renaud, avec le vice-président de Carole, parce que je me doute qu'en disant cela, vous voyez le système tel qu'il est aujourd'hui, avec ses imperfections, mais est-ce que vous n'avez pas une forme d'hésitation à confier le pilotage ou le copilotage aussi aux élus locaux ? Dis-moi, je te commence un peu à te connaître. Oui, j'ai une crainte. Moi, ce que je demande, c'est un vrai patron. Un vrai patron territorial.
Voilà, qu'il ait les moyens d'engager une politique de territoire, qu'il ait les moyens de nous donner des autorisations. On l'a vu sur la réanimation. Au début de la crise, on avait 500 lits dans le privé, 5000 dans le public, 500 chez nous, 10%. Et après, on s'étonne que l'on ne puisse pas répondre. On a répondu à 3 fois les capacités. C'est-à-dire qu'on est monté jusqu'à 2000 lits, voire 3000. On a su créer des lits en un temps record. Moi, ce que je demande, c'est un patron. Un patron. Alors, mon patron aujourd'hui, c'est le directeur de l'ARS. Si demain, il y a une coprésidence avec un élu territorial qui amène, c'est ce que je disais hier à Renaud, des budgets importants, des autorisations, et le pouvoir de dire oui, pourquoi pas. Mais attention à la démagogie sanitaire, c'est compliqué ça. Voilà, donc il y ait vraiment un élu qui soit pilote. Attention, un élu, à partir du moment où il a la responsabilité, il n'est pas en campagne. Il ne peut pas se permettre de faire de la démagogie à 2 balles. Il est obligé derrière de délivrer. Et encore une fois, je suis intimement convaincu qu'il ne faut pas aller vers de l'indépendance territoriale. Il faut davantage d'autonomie, de liberté et de responsabilité. Mais je suis intimement convaincu, je posais la question à Renaud, on est trois à intervenir sur des palettes politiques différentes. Le discours est le même. Le discours est le même. Donc il n'y a pas de crainte à avoir, tout en sachant que le premier des choix se fera à l'occasion, c'est vrai, de l'élection présidentielle et des directions qui seront données. Et donc, non pas pour la FHP, mais pour la présidence, j'aurai l'occasion, dans quelques mois, de présenter mon projet santé. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de sécurité, de travail, de République des territoires. Mais je vais aller beaucoup plus loin sur la santé, mais permettez-moi de le dire, je ne vais pas vous imposer un projet que j'aurais concocté tout seul avec mes équipes. Vous savez comment je fonctionne ? J'aurais besoin de discuter avec les uns avec les autres, pas seulement dans les Hauts-de-France, mais aussi au niveau national. Et ce que je sais qui, pour moi, est très important, c'est que moi, je n'oublie pas que c'est l'un des enjeux prioritaires, c'est un enjeu d'excellence, c'est un enjeu d'indépendance, et c'est aussi un enjeu d'investissement et de retombées. Je pense que les industries de santé, aussi en France, bénéficieront d'un nouvel investissement dans la santé. Ça, pour moi, c'est quelque chose vraiment d'incontournable. Et le reste, c'est de considérer aussi que vous êtes partie prenante du système. Non, vous êtes des partenaires de ce système de santé. Et ça, pour moi, ça fait partie des principes essentiels. Donc j'aurai l'occasion, bien évidemment, de revenir vous voir avant de présenter les choses. Mais ne nous y trompons pas. Le système de santé à la française, là où il a vraiment une différence par rapport aux autres, c'est quand même la qualité des hommes et des femmes. C'est ça qui fait la différence. Alors, que ce soit l'intelligence artificielle, les technologies, les techniques, les médicaments innovants, tout ça, tous les pays peuvent l'avoir. Mais ce qui fait la différence, nous, c'est ça. Et c'est là qu'il faut vraiment investir. Alors, j'ai beaucoup de réactions de la salle, beaucoup de réactions au sujet des soignants, des paramédicaux qui sont en train de craquer. Ça fera vraiment l'objet d'une table ronde très dense en fin de journée, donc on va en reparler. Et puis des questions, alors il nous reste très peu de temps, je ne vais pas pouvoir toutes les poser maintenant. Faut-il impliquer le Conseil de l'Ordre des médecins à l'échelle régionale à la prise de décision, à part les ARS ? Qu'est-ce que vous en pensez, Renaud Muselier ? Il faut impliquer tout le système de santé. Nous, on a vu dans la crise que plus on est en transversal avec les différents acteurs, quels qu'ils soient, mieux ça marche. Voilà. Nous, on a travaillé avec la totalité des libéraux, médecins, infirmières, etc. Ça a été très très utile, hein, avec les pharmaciens, avec les biologistes, avec tout le monde. Et dans cette crise-là, il faut de la transversalité. Alors oui, il faut un patron. Parce que sinon, c'est la pétaudière. Mais pour autant, si vous avez simplement quelqu'un qui décide tout seul et qui impose à tout le monde qu'en fonction de celui avec qui il veut travailler, en plus, là, ça marche pas. Hein. Bon. Et donc, il faut, oui, travailler avec tout le monde, parce que le pharmacien de quartier, derrière sa croix verte, qui touche 3500 habitants, où qu'il soit placé, c'est pas la même action que le médecin généraliste en centre-ville, voilà. Et donc, il faut travailler avec tout le monde. Moi, je voudrais avoir une petite parenthèse sur une question qui n'a pas été posée, mais qui est dans notre domaine de compétences et qui est essentielle pour nos soignants pour la suite, compte tenu des crises de personnel, de ceux qui veulent se vacciner, pas vacciner, etc. Nous avons en charge la formation. Bon, je sais que les autres présidents de région font exactement la même chose, mais en tout cas, ce qui concerne la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est près de 112 millions d'euros que nous mettons. C'est plus de 10 000 soignants que nous formons. Nous avons pour l'année 21-22 réouvert 1200 postes supplémentaires, 500 infirmières. Il faut 3 ans, il faut commencer tout de suite. L'année prochaine, on remettra 1000 postes supplémentaires, de façon à ce que justement, dans ce domaine sanitaire, là où nous sommes en compétence, là où nous pouvons travailler avec l'ARS, là où nous pouvons travailler avec le doyen de la faculté de médecine, qui est mon conseiller à la région, ou avec, par exemple, Madame Chambon, qui a l'institut de formation à Toulon pour nos infirmières aides-soignantes kinés, on fabrique. Parce qu'on a des viviers d'emploi absolument invraisemblables, fort puissants. Et là, les régions
qui sont dans leur cadre de leur formation, ont la capacité de formation. Et donc, il faut mettre le paquet là-dessus. Et vous verrez que quand vous formez pas simplement que les kinés comme ça à la louche. Vous allez travailler avec les kinés, avec les infirmières, avec les filières, avec le privé, avec le public, pour savoir le nombre d'ambulanciers que vous allez fabriquer. Et vous refaites la pyramide des âges dans le cadre de l'organisation de notre système français par rapport au départ, aux arrivées, etc., en intégrant le fait qu'il y a des transferts de vocation parce que les gens changent de métier. Mais il faut mettre le paquet sur la formation. Et Glantine, prenez encore des questions. J'aimerais qu'on mette un peu sous pression nos présidents ici présents et monsieur le chef du SAMU 31. Voilà, on déborde un peu. D'accord. Je pense que c'est important de profiter. Avant de déborder sur des questions, on va voir la réponse aux questions qu'on a posées. C'est important pour vous que les élus s'engagent sur les questions de santé. Bon, c'est clair et net. 87%, c'est sans équivoque. Dans les questions, comment éviter... J'aurais cru cela plus mitigé. Je voyais les questions de la mine, je vois bien aussi les inquiétudes parce que ça fait passer à un autre système. Je ne pensais pas que ce serait aussi net. C'est vrai. Vous savez, je reviens sur quelque chose qui me... Pourquoi il sort ça ? Il sort ça parce que, vous voyez, en tant que président de région, en tant que président des régions de France, notre vocation, c'est pas simplement faire rouler les trains, ouvrir les lycées et essayer de développer l'économie sur notre territoire. On a vécu une crise. Dans cette crise, nous, tous les présidents de région, droite et gauche confondus, on n'a pas d'extrême chez nous. On a été toujours solidaires et vous ne nous avez jamais vus, quelles que soient les personnalités. Excusez-moi, j'étais président. Entre Bertrand, Pécresse, Wauquiez, Delga, vous avez quelques animaux de compétition qui font en sorte que ceux-là, ils s'expriment volontiers dans la presse. Bon. Mais vous n'avez eu que des prises de responsabilité dans leurs propos qui ont toujours été modérés. On ne s'est pas retrouvé sur les plateaux télé toute la journée pour dire tout et n'importe quoi. On a été en conflit avec le gouvernement parce qu'on estimait qu'un certain nombre de choses, ça ne fonctionnait pas. Mais on est venu en soutien avec nos ARS pour faire fonctionner le dispositif. Et si on a gagné en crédibilité de proximité, c'est que justement on a apporté un discours, je dirais, par rapport à mon collègue du SAMU, de responsabilité dans l'urgence, calme, digne, responsable, sans excès, qui nous a permis de faire après les vaccinobus, qui nous a permis d'organiser les vaccinodromes, qui nous a permis... Donc nos concitoyens qui se disent, mais ceux-là quand même, ils sont sérieux. Ils n'ont pas dit des bêtises, ils ont été à la manœuvre, ils n'ont pas critiqué, ils ont été positifs, ils ont apporté une solution. Mais vous retrouvez 90% des gens qui disent, mais mon élu, moi, il m'a été utile. Oui. Voilà. Alors, j'ai une question. Comment éviter le conflit d'intérêts quand, par principe historique, les maires sont aussi présidents des hôpitaux de leur commune? Peuvent-ils avoir une vision objective de l'offre de soins, notamment dans leur relation avec le privé? Qui veut répondre à cette question? Attendez, mais aujourd'hui, président, c'est juste présider le conseil, c'est tout. Plus aucun pouvoir. Puis tu s'en étais... Non, attendez. Je l'ai été quand j'étais maire. La réalité aujourd'hui, c'est qu'un élu qui a sur son territoire à la fois une clinique privée et un hôpital, lui aussi, il a conscience qu'il marche sur deux jambes parce que ses concitoyens, ils marchent sur deux jambes et ils veulent la liberté de choix. Donc c'est pas l'élu en question qui peut être suspecté d'eux, c'est encore une fois les directives qui sont données au niveau national et qui sont répercutées en plus fine par les ARS. C'est ça la réalité. Donc après, encore une fois, l'époque des élus qui, parce qu'ils étaient à la tête du conseil d'administration, quand c'était un conseil d'administration qui ne pensait qu'hôpital public, peut-être que ça existe dans certains endroits, mais là aussi, encore une fois, il y a un système qui s'appelle la démocratie, qui s'appelle le vote. C'est aussi pour ça que dans la République des territoires, je ne dis pas que la santé doit disparaître du spectre de l'État. C'est pas du tout ce que j'ai indiqué. Et vous ne vous y êtes pas trompé avec le vote qui a eu lieu à l'instant. Non, ce que je crois foncièrement, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait un maximum de communication auprès de ceux qui décident. Là, aujourd'hui, tu dis, je vais voir mon patron, l'ARS, devrait être sur une logique de partenariat. Et c'est aussi pour ça qu'il est si important que les établissements privés continuent matin, midi et soir, et nuit aussi, à pouvoir expliquer ce qu'ils font sur un territoire. Et qu'ils soient en permanence également proches des élus. Et c'est pas parce qu'ils ne président pas leur conseil qu'il faut effectivement tenir les élus à distance, parce qu'un élu, Renaud l'a dit, c'est quelqu'un qui, à moins d'être un idéologue complet, ça peut arriver, je vais citer personne, mais toujours est-il qu'il a le bon sens, parce qu'il est aussi à portée d'engueulade. Si on est intervenu comme cela pendant la crise sanitaire, c'est parce qu'on a cherché à faire le maximum pour nos concitoyens. Et je ne connais pas un élu, quelle que soit sa tendance politique, à part les pires idéologues, qui échappe à cette logique-là, je vous assure. Merci. Vincent Boone, on ne vous voit pas toujours, mais vous pouvez intervenir. Est-ce que vous voulez réagir à tous les propos qui ont été tenus ?
Mais moi, je vais faire d'abord la réponse du patron de SAMU, et c'est ce qui m'a fait effectivement rejoindre Carole Delga. Je trouve que effectivement, les patrons... Attendez une seconde, on a un petit souci de son, on ne vous entend plus. Et là, c'est le drame. Voilà, là, ça marche. Vous m'entendez ? Oui. Super. Ouais, je vais vous dire, moi, je trouve, en tout cas venant du terrain, et c'est ce qui m'a fait rejoindre l'équipe de Carole Delga en tout cas, les patrons de région se sont beaucoup investis, effectivement. Est-ce que c'était la compétence de la région, la santé ? Non. Mais ils ont tous acheté des masques. Ils sont tous impliqués sur la vaccination. Ils sont tous impliqués sur beaucoup d'actions de dépistage. Donc, on voit effectivement que les élus s'emparent de la santé. Et on parle des élus territoriaux, on parle des maires, hein, qui sont les premiers d'entre eux, et des présidents de communautés de communes. Ils sont tous en train, enfin, en tout cas, il y en a des dizaines et des dizaines en Occitanie, qui sont en train de faire des centres de santé et des maisons de santé sur leur territoire, et qui sont en train de les porter pour justement permettre aux médecins et aux professionnels de santé de s'installer. Je crois que la bascule, elle est peut-être insidieuse, mais il faudra probablement un cadre légal pour le derrière. Mais l'élu territorial, il est en train de s'emparer de la santé parce que c'est la première préoccupation des Français, parce qu'effectivement, je crois que ça fait partie des choses qui sont excessivement importantes pour tout le monde. On s'aperçoit qu'un petit virus peut nous mettre tous à plat durablement, on va dire. Donc je pense que c'est une nécessité, mais c'est à la fois une réalité. Vous voyez, mon sentiment très personnel, c'est que c'est vraiment ça. Et je crois que maintenant, il n'y a plus une région qui n'est pas un vice-président santé, comme l'a fait Carole Delga. Ça montre l'importance, en fait, pour une compétence qui n'est pas du domaine de la région, de la santé aux yeux des conseils régionaux. Merci beaucoup. Il va falloir clore cette table ronde. Juste pour compléter mes propos, parce que Xavier, tu me taquines sur les élus. En médico-social, je ne parle pas au nom du médico-social, bien évidemment, mais il y a une double tutelle. Il y a le département et l'ARS. Le département pour la dépendance et l'ARS pour la dotation soins. La difficulté, c'est que lorsqu'ils ne s'entendent pas, il manque un des deux budgets sur l'autorisation. Et donc, on ne peut pas ouvrir des établissements de soins. C'est l'une des raisons du retard franco-français sur l'ouverture des établissements. Mais tout ceci est aussi une idée. Vous savez, on est dans une forme de malthusianisme qui ne dit pas son nom en France. Parce qu'on ne joue pas la transparence, on ne dit pas la vérité. Regardez les délais pour la mise sur le marché de médicaments. Pendant que les délais courent, on ne rembourse pas, il n'y a pas de dépenses. Regardez aussi cette funeste conception complètement débile, imposée par les technocrates et les comptables, qu'à l'époque, il fallait qu'il y ait moins de médecins, parce qu'avec moins de médecins, il y aurait moins de dépenses. Et donc, il y aurait moins de déficit. On connaît la réalité de tout ça, c'est qu'on court depuis des années, des décennies, encore que je connaisse des ministres de la Santé qui ont augmenté le numerus clausus, derrière un retard considérable. Le vrai sujet, c'est que la santé doit obéir à une vision politique, pas technocratique et pas comptable. Et l'avenue de Ségur n'est pas la seule responsable. Le mal qu'a fait Bercy depuis des années est terrible en la matière. Et je pense que dans le débat qui va s'ouvrir, le débat que nous avons ici lors de cette table ronde, c'est que même si je vous propose une voix qui pose des questions, je pense que la santé, c'est un choix éminemment politique. Et que si on veut vraiment redéfinir l'avenir de la santé, il va falloir faire des choix radicaux. Dans ce que je propose, si le pilotage revient aussi aux élus, et surtout avec un élu qui est un élu commun département-région, ben là, tu n'as plus cette dichotomie entre l'ARS d'un côté et le conseil départemental de l'autre. Ce que je cherche, c'est de l'efficacité. Et je pense que dans cette efficacité, il y a une direction, il y a des garanties nationales, et il y a un plus local. C'est ce que je souhaite justement de cette République des territoires. Puis aussi autre chose, on va continuer à faire des discours pendant des décennies sur la prévention, en trouvant que tout ça est génial, et il n'y a jamais d'impulsion nationale qui est vraiment donnée. Je me souviens notamment de ce que j'ai fait, MT-Dents, l'ostéodensitométrie prise en charge, comment il a fallu se battre contre les technos. Si on veut de vraies actions de prévention, ça vaut la peine. Et si on décide d'avoir de nouvelles priorités en termes de santé, la santé mentale, on va continuer à faire des colloques, on va continuer à dire que c'est une priorité sans se donner les moyens d'avoir un plan de santé mentale à la hauteur des ambitions, comme l'a été le plan cancer de Chirac à l'époque. Et sur le plan cancer, il n'y a pas besoin aujourd'hui d'un élan formidable à nouveau en la matière. Ben, si c'est le cas, ça devra se faire forcément entre le national et le territoire, mais entre le public et le privé ensemble. Merci beaucoup. Il faut vraiment clore cette table ronde. Merci, messieurs. Merci, Vincent Boune. Merci, au revoir. Je vous laisse regagner la salle. Au revoir à vous. Et merci beaucoup, Vincent Boune.